C'est l'un des endroits les plus glacés de la planète. À chaque instant, des milliers de créatures survivent dans ce royaume implacable. En Alaska, la vie et la mort se jouent sans répit. Des prédateurs, parfaits dans l'art du camouflage, guettent sans pitié, tendent des embuscades avec férocité et déchirent leur proie sans remords, teintant la neige de sang. Le paysage n'est pas un simple décor. Ici, la terre, la glace et le vent exercent un pouvoir absolu sur chaque créature qui ose l'habiter. Il ne s'agit pas seulement de résister au froid, ni de supporter les tempêtes, mais de comprendre que ce territoire impose ses propres règles. Ce que certains considèrent comme un désert blanc et inhospitalier, d'autres le vivent comme une scène vitale où chaque espèce a perfectionné sa ruse, son endurance et son instinct. La neige recouvre le sol, mais elle dissimule aussi des proies, trahit des traces et écrit des histoires de survie dans chaque empreinte. Les jours sont courts, les nuits interminables, et dans cet équilibre précaire, la vie persiste. Ici, il n'y a pas de marge pour l'erreur. Chaque créature connaît son rôle, chaque mouvement a un coût et chaque décision peut faire la différence entre durer et disparaître. Les affrontements brutaux entre chasseurs et proies ne cessent jamais, et la violence inhérente à cette terre se manifeste à chaque rencontre où la force et la cruauté dictent le destin. Bienvenue en Alaska. Dans cette terre implacable où les loups rédigent leurs propres lois, ils ne vivent pas en marge de cette volonté dominante, mais s'y adaptent, s'y fondent et prospèrent sous ses dictats. En Alaska, on ne conquiert pas, on obéit ou on périt. Et les loups, plus que tout autre animal, ont appris que pour survivre ici, il faut être partie prenante de la tempête, non un refuge contre elle. Ils représentent l'une des espèces les plus anciennes du règne animal, existant depuis plus de 10 millions d'années. Au fil de leur évolution, ils ont affiné leurs compétences, s'adaptant à divers écosystèmes au cours de leur histoire. Tandis que les lions dominent les vastes savanes africaines, les loups ont fait de la neige leur royaume. Parvenus à supporter un froid intense, entourés de paysages enneigés à perte de vue, les loups ont développé une résistance unique, tant physique que sociale. L'hiver, avec ses défis incessants, constitue une opportunité de démontrer leur adresse à la chasse et leur capacité à survivre. Dans ce territoire où la neige recouvre la terre pendant des mois et où les températures chutent à des niveaux extrêmes, les loups vivent et chassent en harmonie avec un environnement qui met à l'épreuve les créatures les moins préparées. Doté d'un pelage dense et épais, le loup arctique peut supporter des températures descendant jusqu'à moins 40 degrés centigrades. Une aptitude qui lui permet non seulement de survivre, mais de prospérer. Ces loups se rassemblent en meutes qui fonctionnent comme des unités cohésives, une stratégie de survie cruciale dans l'immensité glacée. Dans ce cadre, coopération et communication sont fondamentales, car le froid et la rareté de la nourriture exigent une efficacité implacable à chaque chasse. Il n'y a pas de place pour l'erreur ni l'indulgence. Chaque attaque est une bataille, chaque proie une lutte pour la survie. La meute parcourt les territoires enneigés à la recherche d'élans, des animaux qui, bien que plus grands, succombent devant la persistance tenace d'un groupe de loups bien coordonnés. Au début, le groupe se disperse, encerclant l'élan avec une patience calculée, observant ses mouvements et cherchant le moindre signe de faiblesse, comme une respiration haletante ou des pas hésitants. Ils poursuivent leur proie à travers un labyrinthe blanc de neige et de froid. Les élans tentent de s'échapper, mais le terrain devient un ennemi. Chaque pas lourd sur la glace et la neige accroît leur épuisement, tandis que la meute reste inflexible, resserrant peu à peu les rangs. Lorsque la résistance de la proie s'épuise, les loups saisissent l'occasion pour une attaque décisive, rapide et brutale. Mais derrière cette coordination se cache plus que de l'instinct. Chaque membre joue un rôle essentiel dans cette structure sociale où les jeunes apprennent en observant les adultes et où les stratégies de chasse se transmettent comme un héritage de violence contenue et précise. Dans ces étendues glacées, les loups patrouillent en groupe, se déplaçant silencieusement sur la neige. Leurs corps sont adaptés au froid extrême et leur odorat capable de détecter des proies à grande distance, même en pleine tempête de neige. La chasse ne se décide pas en un instant. Elle requiert coordination, patience et endurance. La meute repère les animaux les plus vulnérables et les isole du groupe, leur imposant un rythme de panique et de fuite constant.
La stratégie est simple, user jusqu'à ce que la proie ne puisse plus avancer. Alors le groupe s'approche pour exécuter l'assaut final. La communication entre les loups n'est pas seulement un langage, mais un système politique savamment élaboré. Chaque hurlement, chaque signe établit hiérarchie et alliance, maintenant stabilité et contrôle au sein de la meute. Le hurlement résonnant à des kilomètres va au-delà d'un simple appel. C'est une déclaration de puissance, un avertissement aux rivaux potentiels de respecter les frontières et d'éviter des confrontations coûteuses. Les loups ne hurlent pas au hasard, ils le font au départ de la chasse, au retour ou pour se regrouper après une chasse réussie. Chaque hurlement possède un ton, une durée, une modulation qui transmet une information précise. Par ces vocalisations, un loup peut identifier à quelle meute appartient celui qui hurle, son état émotionnel et même son emplacement approximatif. Le hurlement collectif, où plusieurs membres vocalisent simultanément mais avec des tonalités distinctes, crée l'illusion d'un groupe plus nombreux. Cette tactique dissuade les intrus, générant une perception de force qui protège le territoire et les membres les plus vulnérables de la meute. Le lien entre les loups dépasse l'instinct basique de survie. Grâce à une communication constante et subtile, chaque membre apprend à interpréter gestes, postures et vocalisations de ses compagnons. Aucun contact direct n'est nécessaire pour comprendre des intentions. Un regard, un léger mouvement corporel ou un changement de ton dans un grognement suffisent à réorganiser la formation, modifier la direction ou déclencher une manœuvre de chasse. Cette synchronie naît d'une connexion profonde, forgée par le temps, la cohabitation et la confiance. La meute élabore des stratégies de chasse complexes, chaque individu endossant un rôle spécifique. Tandis que certains encerclent, d'autres tendent des embuscades ou bloquent des voies d'évasion. Il n'y a pas de hasard dans leurs mouvements. Chaque pas est calculé, chaque décision répond à une intelligence partagée. Cette coordination minutieuse détermine non seulement le succès de la chasse, mais structure aussi la routine quotidienne du groupe. Leur journée commence à l'aube, lorsque la meute se prépare pour une nouvelle expédition de chasse. Guidés par l'expérience des plus anciens, les loups parcourent d'immenses territoires pendant des heures. Les poursuites sont longues et les chances de réussite réduites. Nombre de ces tentatives se soldent par une frustration. La nature sauvage n'accorde aucune trêve. Quand la chasse échoue, les loups ne laissent pas la défaite briser l'unité. Plutôt que de blâmer ou de créer des tensions internes, le groupe réagit avec une étonnante sérénité. Ils se regroupent, se reposent, se toilettent et se rétablissent ensemble. C'est un processus de cohésion où la meute réaffirme sa force, sans aucune agression envers le membre ayant failli. Cette solidarité est essentielle à leur survie, car la clé ne réside pas dans le succès immédiat, mais dans la persévérance. Les loups consacrent également du temps à surveiller constamment leur territoire. Ils le font par petits relèves, attentifs à la présence de menaces potentielles. Bien qu'ils restent à l'écart de leurs concurrents les plus redoutables, les loups ne sont jamais vraiment seuls. À leur côté, des corbeaux, oiseaux d'une intelligence remarquable, privilégient la stratégie à la violence démesurée. Ils savent que, après une chasse, les loups laissent des restes de viande qu'ils peuvent exploiter. Ils suivent la trace des loups, arrivent en plusieurs dizaines à la scène sanglante, et dès que la meute s'éloigne, les corbeaux se mettent à harceler le loup solitaire. Ils picorent sa queue, poussent des cris répétés, l'énervent continuellement pour qu'il abandonne rapidement les lieux. Quand la pression se fait trop intense, le loup éloigne la meute des corbeaux avides d'accéder à sa proie. Bien qu'il soit rassasié, il ne tolère pas que ceux qui n'ont pas fourni le même effort que lui profitent de la viande. Après un long moment de tension et de mouvement, le loup commence à s'essouffler. Finalement, il se retire, laissant des dizaines de corbeaux s'approcher pour tirer parti des restes. Derrière ce comportement opportuniste se cache une capacité de communication aussi ancienne que raffinée. La communication sociale des corbeaux est complexe et sophistiquée. Cet oiseau possède même un répertoire vocal dont les sons ont été retrouvés sous forme de fossiles datant du Jurassique, une époque dominée par d'énormes reptiles. Ce sont des échos lointains, des schémas vocaux qui ont traversé des millions d'années. Aujourd'hui, ces mêmes schémas se manifestent chez les corbeaux modernes, créatures tout aussi fascinantes que leurs ancêtres, dotées d'une intelligence étonnamment rusée. Tandis que le ciel appartient à ces anciennes volatiles, le sol gelé est l'apanage d'un autre chasseur furtif, le renard d'Alaska. Adapté à cet environnement glacial, son pelage ne le protège pas seulement du froid, il le transforme en menace invisible.
Son ouïe est si fine qu'il peut percevoir les plus infimes mouvements de ses proies, même sous la couche de neige, ce qui lui confère un avantage unique parmi les prédateurs. Chaque geste est une danse avec la neige, où seuls les plus adaptés survivent aux défis constants de ce royaume gelé. Son ingéniosité ne réside pas uniquement dans sa capacité à chasser, mais dans la façon dont il utilise ses sens et sa patience pour survivre dans un monde où vie et mort avancent main dans la main. Au milieu de cette vigilance et de cette patience constante, un renard avance prudemment sous la neige. Au loin, un petit lapin commence à se mouvoir lentement. Il progresse sans se douter que le renard l'observe à bonne distance. Il le suit depuis plusieurs minutes, se déplaçant avec précaution, chaque pas étant calculé. Un léger craquement dans la neige échappe à l'attention du lapin qui continue vers son terrier. Quand il se trouve à un pas de son refuge, le renard passe à l'action. D'un mouvement rapide et précis, il se jette dans la neige, ses griffes bien ancrées dans le sol gelé, saisissant sa proie sans perdre une seconde. L'impact est à peine audible et le renard capture sa proie avec une efficacité redoutable. La chasse repose sur la patience, la discrétion et la capacité à décrypter l'environnement. Cette méthode définit le renard arctique. Il ne compte ni sur la force ni sur la vitesse, mais sur la précision de ses mouvements. Son intelligence lui permet de s'adapter à un milieu froid et compétitif, où la survie exige l'efficacité. Dans ces terres où la glace se brise et où chaque décision conditionne la vie, une créature a fait de l'opportunisme et de la force son mode de survie. L'ours polaire n'obéit à aucune règle, ni ne cherche un équilibre. Il poursuit tout ce qui garantit sa survie. Sa stratégie repose sur le calcul, attaquant uniquement lorsque les conditions lui sont favorables et évitant les affrontements risqués. Au loin, un ours polaire aperçoit un bébé phoque isolé. Il est loin de sa mère et également de la fissure dans la glace pouvant lui servir de refuge. L'ours, avec son épais pelage blanc qui camoufle son corps long de presque 3 mètres, commence son approche. Il progresse lentement, tirant parti du paysage. Le petit phoque reste immobile, inconscient du danger. À son jeune âge, il dépend de sa mère pour reconnaître la menace. Lorsque l'ours se trouve à quelques mètres, le phoque réagit. Il se traîne maladroitement sur la neige, mais la distance qui le sépare de la fuite est trop grande et le prédateur trop proche. Sur ce terrain blanc et mouvant, la proie peut disparaître aussi rapidement que la glace se fend. C'est pourquoi l'ours n'use pas son énergie inutilement. Il économise ses forces et attend. Il s'arrête près d'un trou dans la glace où tôt ou tard un phoque sortira respirer. L'assaut n'est pas impulsif. C'est une action précise exécutée au moment opportun. Le succès ne dépend pas de la rapidité, mais de la capacité à anticiper le comportement de la proie. Rien dans la conduite de l'ours polaire n'est laissé au hasard. Chaque déplacement, chaque attente et chaque chasse répondent à la nécessité de maîtriser les circonstances. Dans ce paysage, la compassion n'existe pas et la force pure ne suffit pas. Seul survit celui qui agit au moment juste, sans marge d'erreur. Certains prédateurs imposent leur règne par la force et la taille, mais d'autres ont perfectionné des ressources différentes. Dans ce décor où la neige dissimule autant qu'elle révèle, des chasseurs trouvent leur avantage dans le silence et dans la capacité à percevoir ce qui échapperait aux autres. Le harfang des neiges, emblème de ces régions glaciales, illustre parfaitement cette adaptation. Sa présence passe presque inaperçue, mais ses sens sont affûtés pour déceler le plus léger signe de vie sous le manteau gelé. Son plumage, adapté à cet environnement, ne lui permet pas seulement de résister aux températures extrêmes. Il le transforme en ombre blanche et imperceptible sur la neige. Son ouïe, incroyablement fine, capte le moindre craquement sous la surface, même le frôlement subtil d'un petit corps se déplaçant entre les racines gelées. Contrairement aux autres prédateurs qui s'appuient sur l'odorat ou la vue, ce chasseur ailé mise tout sur le son, cette vibration presque imperceptible qui trahit la présence d'une proie cachée. Sa méthode de chasse n'implique pas de poursuite, mais plutôt une attente silencieuse où chaque muscle reste prêt, tendu, attendant le moment précis où le monde sous la neige commettra une erreur. Au loin, il repère un petit mammifère se mouvant lentement, inconscient du danger. Ce que cette créature ignore, c'est que, perchée sur une branche dénudée, la chouette nivéole l'a repéré depuis plusieurs minutes déjà. Ses plumes, parfaitement adaptées pour voler sans émettre le moindre son, frémissent doucement sous la brise glaciale. La chouette tourne la tête
ses yeux rivés au même point d'où elle perçoit un léger mouvement sous la neige. Elle n'a pas besoin de le voir, car son ouïe a tracé une carte invisible de chaque déplacement, de chaque souffle essoufflé. La petite bête poursuit son chemin, de plus en plus près de son refuge souterrain, sans se douter que la mort l'observe depuis les hauteurs. Et puis, lorsque la distance devient infime et que le campagnol se trouve à un pas de son terrier, la chouette fond. Ses ailes se déploient sans un bruit, et dans un mouvement précis, son corps s'abat sur la neige. Aiguës et puissantes, ses serres percent la couche glacée et saisissent le rongeur avant qu'il n'ait le temps de réagir. Il n'y a ni poursuite, ni vacarme. Seulement la patience, l'ouïe fine et une efficacité implacable, marque de ceux qui, depuis des générations, ont perfectionné cet art de la chasse dans la neige. Ce type de chasse définit l'essence même de la chouette nivéole. Elle ne dépend ni de la vitesse folle, ni de la force démesurée, mais d'une exécution furtive où l'équilibre entre immobilité et décision létale fait toute la différence. La neige n'est pas un obstacle à ses sens, mais une alliée qui dissimule sa proie et masque en même temps son attaque. Dans ce milieu impitoyable, seuls survivent ceux qui maîtrisent la patience et la précision, et la chouette nivéole en a fait sa loi silencieuse. Dans ce décor, où le silence se révèle aussi tranchant que la serre acérée, d'autres prédateurs choisissent une voie différente, guidée par la veille constante et le calcul patient. Le coyote occupe une place complexe dans ces étendues glacées. Sa routine quotidienne n'est pas celle du chasseur dominant, mais de l'opportuniste qui sait quand attendre et quand tenter sa chance. Il se déplace seul ou en couple, longeant les lisières de la forêt et les plaines ouvertes, là où la neige n'est pas trop profonde et où les traces laissées par les proies peuvent être décelées. Le coyote a développé une ruse qui compense ses faiblesses physiques. Contrairement au loup, il ne dispose ni d'une mâchoire capable de broyer des os épais, ni de la musculature nécessaire pour terrasser de plus grosses proies. Pourtant, il comprend les rythmes de son environnement. Il mémorise les bonds des lièvres, les terriers des rongeurs et, surtout, guette les restes abandonnés par les autres. Dans ce paysage de survie, il sait qu'approcher trop près une meute de loups n'est pas un acte de bravoure, mais une imprudence. Quand les proies se font rares et que les températures chutent, la violence jaillit sans avertissement ni retenue. Pourtant, le coyote persiste. Il glisse entre les ombres, subtilise de petits morceaux et tente sa chance dès que l'occasion se présente. Cette capacité d'adaptation le maintient en vie, même s'il ne parvient jamais à s'imposer comme le font les loups. À tout instant, le coyote doit équilibrer prudence et nécessité, conscient que sa survie repose sur chacun de ses gestes calculés. Son attention se fixe sur une cible modeste. Ses instincts les plus primitifs s'éveillent et l'adrénaline monte, il est temps de chasser. Un lapin traverse un espace découvert près de son terrier. Le coyote s'approche lentement, réduisant la distance sans hâte. Lorsque le lapin perçoit sa présence et se réfugie sous terre, le coyote ne renonce pas. La patience héritée de générations de survivants l'emporte. Il creuse avec détermination, remuant neige et terre durcie. Il n'y a ni précipitation ni distraction. Chaque coup de patte le rapproche de son repas. Car, dans cet environnement, même une proie insignifiante peut faire la différence entre tenir bon et succomber. Alors que le coyote se replie à couvert des arbres, d'autres habitants de la forêt reprennent leur activité. Un cerf parcourt méfiant les clairières enneigées, inconscient qu'ici tout chasseur peut devenir traqué. Les cerfs arpentent forêts et pentes avec une vigilance constante et une quête incessante de nourriture. Leur bois, structure complexe d'os solides recouverte d'une mince couche de peau nommée velours, compte parmi leurs attributs les plus impressionnants. Ils poussent et se développent durant le printemps et l'été, alimentés par le sang circulant sous le velours, un processus exigeant en énergie et en ressources. À l'automne survient l'un des moments les plus critiques de la vie du cerf, la saison des amours. Sans prévenir, les mâles deviennent agressifs, conscients non seulement des prédateurs tapis dans l'ombre, mais aussi du danger que représente leur propre espèce. Les combats entre mâles rivalisent de férocité et se soldent souvent par de graves blessures, voire la mort, car la compétition se joue avec ses implacables armatures. La reproduction peut impliquer un seul mâle avec plusieurs femelles à la fois, formant des harems rassemblant de quelques individus jusqu'à plus d'une dizaine. Des phéromones et hormones se libèrent alors, influençant l'attraction, la dynamique du groupe et le comportement reproductif.
Ce règne temporaire implique une surveillance constante et des affrontements pour conserver sa position. Quand un rival conteste cette suprématie, l'affrontement devient inévitable. Après la saison des amours arrive un moment implacable, la chute des bois. Ce processus, qui se produit chaque hiver, est une adaptation évolutive permettant à l'animal d'économiser son énergie et d'éviter toute gêne dans un environnement hostile où le froid, la rareté de la nourriture et la neige entravent chaque déplacement. La perte des bois prépare aussi le terrain pour la venue du printemps, qui verra repousser de nouvelles ramures plus robustes, achevant leur croissance en 3 à 5 mois, prêtes pour le prochain cycle de rivalité et de reproduction. Le pelage du cerf, dense et épais, sert d'isolant naturel contre les basses températures de l'Alaska. En hiver, sa teinte s'assombrit et s'épaissit davantage, protégeant l'animal du froid extrême et des vents cinglants qui balaient le paysage. Cette adaptation est vitale pour sa survie dans un territoire où la neige recouvre le sol la majeure partie de l'année. Ainsi, entre la pression du froid, les dangers du bois et les tensions internes à leur espèce, les cerfs poursuivent leur route. Chaque saison dicte un nouveau rythme, une nouvelle bataille, un nouveau défi. Dans l'Alaska glacé, où le vent tranche comme des lames et où les températures peuvent plonger à des niveaux extrêmes, certaines espèces ont développé des capacités incroyables pour survivre. Parmi elles, on trouve la loutre de mer. Son pelage, le plus dense du règne animal, atteint une concentration de 150 000 poils par centimètre carré. Cette densité forme pratiquement un coussin d'air qui reste emprisonné, agissant comme un véritable isolant. Le pelage de la loutre ne se contente pas de recouvrir sa peau. Il forme une barrière impénétrable contre les eaux glacées, la protégeant du froid extrême lorsqu'elle nage dans les mers côtières de l'Alaska. Au-delà de son manteau dense, la loutre marine a développé des talents impressionnants pour se déplacer et se nourrir. Elle passe la majeure partie de son temps à chercher sa nourriture, plongeant parmi les forêts d'algues pour capturer oursins, palourdes, crabes et petits poissons qu'elle brise habilement à l'aide de pierres, un comportement observé chez très peu de mammifères marins. Ces animaux sont réputés pour leur agilité sous l'eau et leur habileté à exploiter les cachettes naturelles offertes par leur environnement. Contrairement à d'autres espèces marines, certaines populations de loutres de mer tendent à établir des liens durables avec un partenaire. Même si elles ne sont pas toutes strictement monogames tout au long de leur vie, certains couples se forment pour des périodes prolongées, surtout dans les zones où les ressources sont limitées ou les conditions plus rigoureuses. Cette stratégie réduit la compétition et le risque durant la reproduction, tout en favorisant la coopération pour défendre le territoire et élever les petits. À la naissance, les louveteaux ne peuvent pas plonger, car leur fourrure, spongieuse et saturée d'air, les maintient à flot comme de petites bouées. La mer les laisse dériver à la surface, souvent enveloppées dans des algues pour les empêcher de s'éloigner, tandis qu'elles plongent pour chasser. Ce soin maternel, qui dépend des courants et des abris naturels, est unique chez les mammifères marins et témoigne d'une adaptation parfaite à la rudesse du milieu. En contraste avec ses habitants des eaux froides, dans l'étendue arctique où règne la neige et le silence, la vie se poursuit sous des formes bien plus modestes, mais tout aussi essentielles. Sous la neige figée et parmi la végétation desséchée, quelque chose s'agite. Ce n'est ni un prédateur, ni une créature imposante par sa taille. C'est un petit être discret qui pourtant soutient une grande part de la vie dans ces contrées. C'est le lemming, un rongeur qui a appris à survivre non par la force ni par l'artifice meurtrier, mais par le nombre et une aptitude inépuisable à se dissimuler. Tandis que les prédateurs se disputent la suprématie, lui occupe les marges, les recoins dissimulés sous la neige, dans des terriers tissés comme des labyrinthes invisibles à l'œil nu. Son monde est souterrain et son destin, invariable, est d'être chassé. Contrairement à d'autres rongeurs tels que le hamster ou l'écureuil, le lemming n'hiberne pas. Il reste actif tout l'hiver, abrité sous la couche neigeuse, se nourrissant de racines, de lichens et de mousse. Ce comportement le distingue parmi les petites espèces de l'écosystème arctique. Alors que beaucoup entrent en repos profond pour endurer les températures extrêmes, le lemming maintient une activité constante, s'adaptant aux heures de lumière réduites et au froid persistant. Pour lui, la neige n'est pas obstacle, mais rempart. Cependant, rester actif comporte des risques, car les prédateurs guettent à chaque ombre.
Dans une course désespérée, un lemming jaillit de la neige compacte et des lichens secs à la recherche de nourriture pour sa progéniture. D'en haut, un rapace l'aperçoit et fond sur lui. Le rongeur zigzague entre les petites pierres et rebords, changeant de direction avec une rapidité imprévisible pour semer le poursuivant. Sa mémoire lui indique des voies sûres, des tunnels cachés et des abris invisibles depuis la surface. Au bord de l'épuisement, il atteint l'entrée d'un terrier conçu comme un labyrinthe sous la neige et disparaît juste avant l'attaque. Un jour de plus, la mort a été évitée. Mais survivre un jour de plus ne suffit pas. Le lemming doit se reproduire rapidement pour assurer la survie de l'espèce. Sa caractéristique la plus marquante est la vitesse de sa reproduction. Dans des conditions favorables, une femelle peut mettre bas plusieurs portées en une seule année, chacune pouvant compter jusqu'à 8 petits. Ce rythme effréné n'est pas anodin. Dans un milieu où tout semble vouloir le dévorer, sa seule stratégie pour perpétuer l'espèce est la prolifération incessante. Pourtant, même dans cette abondance apparente, le danger subsiste. Lorsque les populations deviennent trop denses, la nourriture se raréfie. Les territoires se contractent et la compétition interne devient féroce. Poussés par la pression du nombre, les lemmings quittent leur terrier et migrent en masse, un exode désespéré qui les pousse souvent à traverser des rivières gelées ou des ravins enneigés, où l'environnement implacable finit par emporter une partie d'entre eux. La vie du lemming oscille en permanence entre abri et péril. Ni prédateur ni dominant, il reste caché, se multipliant silencieusement aux confins de ce paysage glacé. Dans ces terres, la survie n'est pas toujours l'apanage des plus gros. Parfois, c'est la persévérance dans la fragilité qui imprime la trace la plus profonde. Parallèlement, l'Alaska offre des havres de quiétude apparente, comme ces eaux gelées où les cygnes ont trouvé leur royaume. Sur ces lacs et canaux semi-gelés, le cygne chanteur glisse, choisissant la passivité comme stratégie de survie. Contrairement aux chasseurs terrestres ou aériens, son univers est liquide et froid, une étendue d'eau grise où le danger n'émane presque jamais de la terre ferme. Ses proies sont minuscules, invertébrés aquatiques, racines immergées et jeunes tiges qu'il capture en plongeant avec grâce sous la surface. Malgré la rudesse de l'Alaska, le cygne ne poursuit pas de proies ensanglantées. Il se nourrit principalement de racines de plantes aquatiques, de tiges de joncs et de petits invertébrés tels que des larves de moustiques et de chironomes piégés dans la vase des berges. Bien que ces déplacements s'effectuent surtout sur l'eau, les cygnes s'aventurent parfois à terre pour se reposer, rassembler des matériaux pour leur nid ou se réfugier dans des zones marécageuses où la glace n'a pas complètement durci le sol. Leur présence terrestre reste brève et prudente, dictée davantage par la nécessité que par l'habitude. Dans ces instants, la menace ne vient pas toujours des prédateurs traditionnels, mais parfois de leurs semblables. Leurs sorties sur la terre ferme sont brèves, prudentes, motivées davantage par la nécessité que par l'habitude. En ces moments, le danger ne vient pas toujours des prédateurs traditionnels, mais de leur propre espèce. Pendant la saison des amours, les cygnes mâles, qui évitent habituellement les conflits, deviennent belliqueux. Des affrontements éclatent pour le droit de se reproduire, défendant leur zone de nidification avec violence. Ces combats peuvent s'intensifier jusqu'à devenir implacables, avec des coups d'aile et des attaques de bec. Un vaincu gravement blessé se retrouve incapable de protéger son nid ou de se déplacer avec aisance, ce qui, en ces terres, équivaut souvent à une condamnation à mort. Ainsi se révèle une autre loi non écrite de l'Alaska. La plus grande menace ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans ce paysage où la glace se fissure sous le poids des loups et où l'ours guette dans l'ombre, même ceux qui glissent gracieusement sur les eaux doivent lutter, parfois contre leurs propres reflets. Car en Alaska, même la beauté est obligée de se défendre. Mais plus loin, dans les montagnes glacées de l'Alaska, où le vent frappe les parois rocheuses et où la neige persiste même durant les journées les plus longues de l'année, survit une créature faite pour le vertige et l'endurance. Les cabris des montagnes dominent ce décor d'abîmes et de falaises impossibles, se déplaçant avec une assurance que nul autre animal terrestre ne peut reproduire. Ils ne le font pas par caprice. Leurs pattes ont évolué pour s'adapter à ce terrain. Elles portent des sabots fendus garnis de coussinets rugueux et flexibles qui leur permettent de s'accrocher aux surfaces les plus escarpées et glissantes. À ces altitudes où l'oxygène se fait rare et le froid constant, ils trouvent ce que peu de prédateurs osent revendiquer, la sécurité.
Les prédateurs des plaines et des forêts évitent ces sommets. Seuls les aigles survolent ces hauteurs, mais les cabris, adultes et vigilants, savent que tant qu'ils conservent leur équilibre, rien ne peut les atteindre. Leur vie se déroule en déplacements verticaux incessants. Ils recherchent lichens, jeunes pousses et la maigre végétation poussant dans les fissures et sur les corniches. Mais tout n'est pas quête de nourriture. À la saison des amours, le silence habituel des hauteurs se brise. Les mâles, poussés par un besoin primitif, s'affrontent dans des chocs violents de cornes. Chaque impact résonne contre les parois rocheuses, comme un écho sec qui annonce que, dans cet environnement, chaque opportunité doit être conquise par la brutalité. Aucun affrontement n'est cérémoniel ni symbolique. C'est une négociation à force d'os et de muscles, où celui qui cède perd bien plus qu'un compagnon. Il perd sa place dans un territoire où chaque centimètre compte. Mais dans le ciel, les aigles royaux guettent. Ils n'ont pas besoin de provoquer la chute, il leur suffit d'attendre. Patient et impitoyable, ils repèrent la moindre hésitation, le jeune cabri ou le distrait, et suivent sa progression depuis les airs, tels des ombres acérées sur la roche. Le moment est parfait. L'un d'eux se jette, saisissant de ses serres un petit isolé. L'ascension est brève et brutale. La victime, incapable de se libérer, est lâchée d'une hauteur mortelle, son corps livré à la gravité et aux parois tranchantes. Malgré leur dextérité, les cabris ne sont pas infaillibles. Parfois, un faux pas, un rocher instable ou un instant de distraction suffit à déclencher la chute. Depuis des hauteurs dépassant les 50 mètres, leur corps s'écrase sur les rochers dans une succession de chocs qui brisent os et organes avant que la vie ne s'éteigne. La mort est rapide, mais cruelle. Le corps gît brisé au pied de la paroi, et cet instant qui pourrait sembler décisif n'altère rien. Le reste du groupe ne ralentit pas sa marche. Les prédateurs aériens, tels les aigles royaux, descendent alors pour revendiquer ce que la montagne a rejeté, car ici, rien ne se perd. Après la chute, le silence glacial reprend ses droits. Les autres cabris poursuivent leur ascension sans regarder en bas. En ce lieu, la mort ne connaît aucune cérémonie, et le risque fait partie du paysage. La montagne ne récompense pas le plus fort, mais celui qui sait quand insister et quand reculer. Dans les hauteurs où aigles et cabris se disputent le silence glacé, la présence de l'ours brun se fait sentir comme une ombre imposante dévalant vers les vallées et les rivières. Contrairement au vol calculé et patient des aigles, ce mammifère gigantesque impose sa loi par une violence brutale. Son pouvoir physique et sa férocité sont les clés pour dominer un territoire qui semble indomptable. Ce géant peut atteindre 3 mètres de longueur et peser plus de 400 kilos, une masse capable d'écraser toute résistance, et se meut avec une rapidité surprenante lorsqu'il fond sur sa proie. L'ours brun ne chasse pas avec la patience méthodique d'autres prédateurs. Sa violence est directe, écrasante, et ses attaques sont aussi rapides qu'impitoyables. Sous les arbres ou sur les rochers, il guette des proies incapables de fuir. Cerfs, élans et autres mammifères deviennent victimes de sa force colossale. Mais ce n'est pas seulement la force brute qui définit cet animal. Sa vie est rythmée par l'hibernation, un phénomène qui débute lorsque les températures chutent et que la nourriture se fait rare. Pendant des mois, l'ours se retire dans une caverne où son rythme cardiaque et son métabolisme ralentissent jusqu'à un minimum vital, conservant son énergie dans un état de demi-inactivité qui lui permettra de survivre à l'hiver le plus rigoureux. Pourtant, hors de son sommeil, sa violence s'intensifie, surtout chez les femelles qui protègent leurs petits. Ce sont des gardiennes implacables, prêtes à affronter toute menace avec une férocité inouïe. Une mère se dresse entre ses oursons et un jeune renard s'approchant pour profiter du moindre relâchement. D'un grondement profond et d'un mouvement fulgurant, la mère démontre qu'elle ne tolère aucune intrusion sur son territoire. Ses griffes et ses crocs s'élèvent en défense, forçant l'intrus à battre en retraite, conscient du danger. Le territoire lui appartient et chaque mètre est défendu avec un engagement féroce. Lorsqu'il croise d'autres ours ou concurrents, le brun évite les conflits inutiles, réservant sa violence au strict nécessaire et préservant un équilibre précaire entre rivalité et prudence. À l'intersection de la brutalité et de la survie, l'ours brun trouve dans les rivières une opportunité que peu de prédateurs connaissent aussi bien.
La migration annuelle du saumon, qui remonte le courant pour pondre dans les eaux de sa naissance, offre un festin nutritif que l'ours attend patiemment. Cette dérive contraire est, paradoxalement, une bénédiction pour l'ours. Les saumons, épuisés par l'effort de la remontée, deviennent des proies faciles à des points stratégiques. La force et l'adresse de l'ours se combinent pour capturer ces poissons riches en protéines et en graisses, essentiels à l'accumulation de réserves avant l'hibernation. Les saumons nagent à contre-courant parce que c'est le seul moyen d'atteindre les sources pures où se reproduire, un voyage brutal garantissant que leur descendance naîtra dans un lieu sûr et faiblement exposé aux prédateurs. Ce n'est pas une simple lutte, mais une nécessité vitale, un sacrifice qui soutient le cycle de la vie et transforme la rivière en ligne de bataille où seuls les plus résistants survivent. Loin d'être maladroit, l'ours brun est un prédateur intelligent, capable d'adapter ses stratégies de chasse et d'exploiter au mieux les ressources disponibles. Son régime est omnivore. Outre la viande, il consomme baies, racines et insectes, cherchant toujours à équilibrer ses besoins selon l'environnement et la saison. Ainsi, des vallées et rivières profondes jusqu'aux forêts denses, la présence de l'ours brun impose un nouveau rythme au paysage, une brutalité inscrite dans la lutte constante entre la vie et la mort de cet univers sauvage. Dans ce paysage de géants, un acteur plus modeste joue pourtant un rôle vital et fascinant, le lièvre arctique. Bien plus qu'un simple cousin des lapins communs, c'est une créature ayant évolué avec une précision extrême. Ses muscles puissants, ses longues pattes et son camouflage saisonnier font de lui un survivant né dans cet environnement impitoyable. Contrairement aux autres lagomorphes moins spécialisés, ce lièvre se déplace avec agilité et force adaptées pour esquiver les dangers d'un monde où chaque ombre peut signifier la mort. Le jour, il chemine parmi les pousses et les écorces, toujours en alerte, toujours attentif. La rareté l'oblige à exploiter chaque brin de nourriture, alternant vigilance et vitesse pour échapper à ses prédateurs. Ses yeux, situés sur les côtés, lui offrent un champ visuel presque complet, capable de détecter des mouvements dans pratiquement toutes les directions. Cette anatomie lui permet d'anticiper les menaces, sans pour autant éliminer totalement le danger. Bien qu'il ait pris l'avantage sur des concurrents moins évolués, sa place dans la chaîne alimentaire reste claire. Il est une proie constante. L'un de ses chasseurs les plus redoutables l'observe à distance, faisant preuve de la patience et de la précision réservées aux prédateurs expérimentés. D'un rocher surplombant enneigé, le lynx demeure presque invisible, ses pas étouffés, mesurant chaque instant avec un soin extrême. Le lièvre, conscient du péril, ne fait pas que fuir, il joue avec lui. Il s'arrête, scrute, feint la négligence et envoie des signaux confus pour dérouter le chasseur. Ce duel n'est pas seulement une question de vitesse, mais d'intelligence et de réflexe, une danse tendue et rituelle où l'issue demeure incertaine. Le lièvre saute d'abri en abri, anticipant chaque mouvement, tandis que le lynx ajuste sa stratégie, guettant la moindre faiblesse pour attaquer. Mais la tentative échoue. Le lynx ne parvient pas à infliger le coup fatal, et le lièvre s'échappe, se fondant dans la blancheur du paysage. Sans perdre un instant, le prédateur abandonne la poursuite et se tourne vers des proies moins exigeantes. Dans sa quête, le lynx se rabat sur des proies plus petites et plus abondantes, telles que la campagnole, un petit rongeur fréquent dans ces régions. Faute de camouflage face à la blancheur dominante de la neige, elle apparaît comme une cible facile, une vulnérabilité que le lynx exploite avec patience et discrétion. Le prédateur s'approche à pas feutrés, presque imperceptibles, jusqu'à se trouver à portée d'un saut rapide et précis. L'opportunité est nette et l'attaque implacable. Mais la chasse ne s'arrête pas là. Cette viande est essentielle non seulement pour le lynx, mais aussi pour ses petits, encore totalement dépendants de sa capacité à ramener de la nourriture. Pendant que la mère reste près des jeunes, réfugiés dans une cage discrète, l'approvisionnement constant est crucial pour assurer leur croissance et leur survie. Les élans d'Alaska, bien que massifs et lourds, sont parfaitement adaptés au climat extrême de la région. Leur pelage épais et rêche, associé à un métabolisme lent mais efficace, leur permet de supporter de longs hivers, cherchant de la nourriture parmi les écorces d'arbres et les plantes dissimulées sous la neige. Leur imposant panache, qui ressemble à des torches de bois sur la blancheur, sert non seulement à rivaliser lors de la saison des amours, mais aussi de défense naturelle contre les prédateurs qui hésitent rarement à les affronter.
Pendant la majeure partie de l'année, les élans vivent seuls ou en petits groupes peu soudés. Cependant, tout change à la saison des amours, à la fin de l'été et au début de l'automne. C'est alors que les mâles adultes recherchent activement les femelles et rivalisent entre eux. Le mâle dominant se distingue par sa taille imposante, son panache large et symétrique et son comportement territorial. En revanche, les mâles subordonnés ou jeunes, présentant un panache plus petit ou irrégulier, sont exclus des zones de reproduction et parviennent rarement à se reproduire. Ceux qui n'accèdent pas régulièrement à l'accouplement deviennent plus solitaires et prudents, vivant en marge des territoires occupés par les dominants, des proies faciles pour les prédateurs opportunistes. Lorsque l'automne s'achève, leur panache, fait de tissu osseux recouvert d'une pellicule veloutée durant sa croissance, tombe. Il leur faudra entre 3 et 5 mois pour le régénérer complètement avant la saison suivante. La dimension et la symétrie du panache sont des signes indéniables de maturité, de santé et de statut hiérarchique parmi les mâles. Une particularité frappante de l'élan est son large museau pendulaire. À la différence d'autres cervidés, cette conformation leur permet de réchauffer l'air glacial avant qu'il n'atteigne les poumons, réduisant ainsi la perte de chaleur corporelle dans les températures rigoureuses de l'Alaska. De plus, grâce à cette structure, leur capacité olfactive est considérablement accrue, leur permettant de détecter prédateurs, nourriture et congénères à grande distance. Au premier abord, leur démarche peut sembler lente et maladroite, mais ces géants peuvent parcourir de longues distances avec détermination, se frayant un chemin dans forêts gelées et rivières glacées en quête de subsistance. Les élans ne sont ni totalement solitaires, ni profondément grégaires. Ils se tiennent en petits groupes dispersés, où chaque individu défend son espace tout en trouvant refuge dans la présence des autres. Au sein de ces groupes, il arrive fréquemment qu'un individu s'écarte temporairement pour chercher de meilleures sources de nourriture. Un élan s'éloigne du noyau principal, attiré par une zone apparemment plus riche en ressources. À son approche, il perçoit un brusque mouvement parmi les arbres. Une meute de loups guette, patiente et calculatrice. Le cœur de l'élan s'accélère et il choisit une route risquée, s'élançant vers un lac gelé, où il sait que les loups n'oseront pas le suivre. Il s'immobilise, aux aguets, tandis que les loups attendent sur la rive, conscients que la proie ne peut pas demeurer éternellement dans ces eaux glaciales. Le temps se prolonge dans un silence tendu. Et finalement, les loups, résignés, abandonnent la chasse pour chercher des proies plus accessibles. L'élan, victorieux, regagne lentement le troupeau, laissant derrière lui quelques kilomètres de neige dense, à la recherche de territoires où brouter sans tant de risques. Son ingéniosité et son audace à choisir des chemins périlleux ont été déterminantes pour échapper, rappelant que dans cette lutte pour la survie, le danger fait partie de l'équilibre entre la vie et la mort. Tandis que l'élan s'éloigne, le paysage se prépare à accueillir une créature qui pèse moins qu'un grain de poussière. En Alaska, même les êtres les plus minuscules doivent supporter des conditions impitoyables pour survivre. Le moucheron arctique, à la différence de ses congénères des climats tempérés, a perfectionné des mécanismes lui permettant de résister à des froids extrêmes, à des cycles de gel et de dégel, ainsi qu'à une rareté de nourriture qui condamnerait toute autre espèce similaire. Pendant le bref été, lorsque la neige se retire et que les petites flaques réapparaissent, les larves de ces moucherons émergent après être restées gelées pendant des mois. Dans un état de léthargie extrême, leur développement s'est complètement arrêté, protégés par des substances antigel qui empêchent leur tissu d'être détruit par les gelées. Ces zones peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 50 degrés sous zéro durant l'hiver, condition mortelle pour presque tout insecte, mais pas pour eux. Cette capacité est si précise qu'ils peuvent supporter des températures négatives qui seraient létales pour la plupart des insectes de la planète. Les adultes, minuscules et sombres, forment denses nuées qui flottent au-dessus de la toundra et des marais. Leur taille n'empêche pas qu'ils représentent une menace réelle pour les grands herbivores de la région. Les élans et les caribous doivent se défendre contre des essaims qui attaquent en masse, aspirant le sang et affaiblissant les animaux les plus jeunes ou les plus âgés. Contrairement aux moustiques communs, ces espèces développent des niveaux élevés de glycérol et de protéines antigel dans leur hémolymphe, ce qui leur permet de survivre même si l'eau qui les entoure se solidifie. On a recensé des spécimens ayant supporté des gels complets puis retrouvé leur activité normale une fois décongelés. Ils peuvent survivre totalement figés pendant des semaines
et reprendre leur activité lorsque le dégel arrive enfin. Ils se nourrissent de nectar et de sang, mais ici, en Alaska, il n'y a pas de fleurs l'hiver ni d'oiseaux pour les harceler. Ils dépendent presque exclusivement de leur instinct pour détecter les sources de sang chaud qui croisent parfois leur chemin. Dans un écosystème dominé par des géants couverts d'épais pelages et des prédateurs patients, cet insecte minuscule a accompli ce qui serait impensable pour la plupart. Survivre gelé dans l'obscurité pour ensuite émerger, se reproduire et disparaître à nouveau en l'espace de quelques semaines. Tandis que ces moucherons minuscules flottent au ras du sol sur la toundra, une autre créature, bien plus discrète, résiste en silence. Le scarabée arcticaptère est un vétéran de ces terres hostiles. Plutôt que de voler, il reste collé à la terre gelée, se déplaçant lentement parmi la litière et l'écorce dans les clairières des forêts boréales d'Alaska. Ce qui le rend extraordinaire n'est pas son apparence, noire, terne et compacte, mais sa capacité à supporter des conditions qui extermineraient presque tout autre être vivant. Il peut survivre à des températures atteignant 60 degrés sous zéro grâce à une série d'adaptations chimiques internes. Son hémolymphe, équivalent du sang, contient de fortes concentrations d'alcool naturel et de protéines antigel. Ces composés empêchent les cristaux de glace de perforer ses tissus lorsque les températures chutent de façon extrême, lui permettant de survivre gelé pendant des mois sans subir de dommages permanents. À la différence d'autres scarabées, il est dépourvu d'ailes. Cette condition n'est pas un manque évolutif, mais une adaptation concrète à son milieu. Voleter dans un environnement soumis à des rafales glaciales et des températures si basses impliquerait une perte immédiate de chaleur corporelle et une exposition mortelle. L'absence d'ailes permet à son corps d'être plus compact et aux élytres renforcés de se fermer complètement sur son dos, jouant le rôle d'un bouclier thermique supplémentaire qui protège ses organes internes. Sa routine ne suit pas d'horaire. Il sort lentement quand les températures le permettent et recherche des débris organiques, des mousses ou du bois en décomposition. La nourriture est rare et chaque trouvaille fait la différence entre conserver son énergie vitale ou succomber avant le prochain dégel. Face à ses prédateurs tels que les oiseaux ou les petits mammifères, ce scarabée dispose de mécanismes défensifs simples mais efficaces. Lorsqu'il se sent menacé, il sécrète de petites quantités de composés chimiques irritants depuis des glandes situées dans son abdomen. Ces liquides dégagent une odeur pénétrante et un goût amer qui dissuadent les prédateurs mineurs de poursuivre leur attaque. Dans ces conditions extrêmes où chaque source de nourriture compte, cette ressource peut faire la différence entre être dévoré ou survivre. Il reste souvent immobile, enfoui sous des feuilles mortes ou des pierres, là où la température est à peine supérieure à celle de l'air extérieur. Cette fraction minimale lui permet de réduire son métabolisme au strict minimum en attendant des conditions plus favorables. Malgré sa résistance, ces scarabées doivent affronter la menace de prédateurs opportunistes comme les oiseaux ou les petits mammifères qui, pendant les brefs étés, cherchent toute source de nourriture disponible. Dans un écosystème qui ne fait pas de cadeaux, ce petit scarabée est, silencieusement, l'un des survivants les plus anciens et les plus efficaces du froid extrême. Tandis que certains insectes se cachent sous les pierres ou entre les feuilles mortes pour résister au gel, d'autres ont développé des stratégies encore plus radicales. La chenille laineuse de l'Arctique en est un exemple. À première vue, elle pourrait paraître comme une chenille ordinaire, couverte de poils denses qui la protègent de l'environnement hostile. Cependant, ce qui la distingue, c'est sa capacité à supporter des températures extrêmes qui anéantiraient la plupart des insectes. Pendant les mois les plus rudes, cette chenille se fige presque entièrement, arrêtant toute activité vitale jusqu'à ce que le bref été arctique réapparaisse. À cet instant, elle se réactive, se nourrit de lichens et de végétation basse, puis retombe en léthargie quand le froid revient. Elle peut résister à des températures proches de 70 degrés sous zéro grâce à des protéines antigel qui empêchent la formation de cristaux mortels dans ses tissus. Le plus extraordinaire, c'est que ce cycle se répète pendant plusieurs années. La chenille peut passer jusqu'à 14 ans dans cet état larvaire, s'activant quelques semaines par an avant de se congeler à nouveau, l'un des rythmes de développement les plus lents et impressionnants du règne animal. Pour atteindre son stade adulte de papillon de nuit,
Elles traversent de multiples périodes d'hibernation et d'alimentation saisonnière. Ce n'est qu'après avoir accumulé suffisamment d'énergie et survécu à ces années successives de gel qu'elle termine sa métamorphose. Cependant, cette phase adulte est brève et terminale. Le papillon vit à peine quelques jours, juste le temps de se reproduire, car il ne dispose pas d'appareil buccal et ne se nourrit jamais à ce stade. Paradoxalement, sa longévité totale en tant qu'organisme dépasse largement celle d'animaux beaucoup plus grands. Certaines peuvent vivre jusqu'à 14 ou 15 ans, surpassant même l'espérance de vie d'un bœuf musqué de l'Arctique, qui atteint environ 13 ans. Un chiffre extraordinaire pour un insecte de quelques centimètres de long. Malgré ces adaptations incroyables au climat extrême d'Alaska, ces insectes ne sont pas seulement menacés par l'environnement hostile. Ils doivent aussi se méfier de leurs prédateurs. Certains papillons parviennent à terminer leur longue existence, tandis que d'autres deviennent la proie de créatures que l'on ne s'imaginerait pas trouver dans ce paysage glacé. Un papillon adulte se pose sur un rocher sombre, cherchant à absorber la dernière chaleur que la surface conserve au crépuscule. Sans s'en apercevoir, une paire d'yeux surgit entre les fissures de la mousse gelée. C'est une grenouille, une petite créature, silencieuse et discrète dans ses mouvements, mais capable de survivre à un hiver qui anéantirait la plupart des amphibiens de la planète. La grenouille s'approche avec prudence et, d'un mouvement rapide, attrape le papillon de nuit avec sa langue visqueuse. Sans hésiter, la grenouille reprend son chemin, laissant derrière elle le froid et la quiétude du crépuscule. Pendant les mois les plus sévères, cet amphibien fait face à un défi mortel. La glace qui se forme dans son environnement pourrait détruire ses tissus. Pour survivre, il a développé une adaptation extraordinaire. Son organisme produit une substance similaire à un antigel qui protège ses cellules, permettant à jusqu'à 2/3 de son corps de geler sans subir de dommages irréversibles. Lorsque la neige recouvre le paysage et que les températures plongent, cette défense chimique maintient sa vitalité en pause, prête à se réactiver avec le retour de la chaleur. Au fur et à mesure que le froid s'intensifie, son cœur s'arrête, sa respiration disparaît. La grenouille entre dans un état d'animation suspendue, immobile et raide comme une pierre sous la neige. Elle reste ainsi pendant des semaines, parfois des mois, sans battement, sans souffle. Jusqu'à ce que, avec l'arrivée du printemps, la glace commence à fondre et que son organisme reprenne ses fonctions. C'est alors que ce petit amphibien retrouve son activité. Il se déplace parmi les flaques laissées par les dernières plaques de neige fondue et cherche de la nourriture. Son régime inclut de petits insectes, parmi lesquels les papillons de l'Arctique, ces mêmes créatures qui, après avoir survécu jusqu'à une décennie en tant que chenilles, doivent maintenant affronter l'un des rares chasseurs amphibiens de ces latitudes. La grenouille forestière d'Alaska habite généralement les zones humides de la toundra boréale, les forêts de bouleaux et les alentours des marécages et des tourbières qui, durant le cours des gels, se remplissent de petits étangs. Là, elle trouve refuge sous les pierres, les troncs tombés ou entre la végétation dense où l'humidité et l'ombre maintiennent le microclimat nécessaire pour éviter la déshydratation. Bien que peu de prédateurs résistent à ces conditions, la grenouille doit se méfier des oiseaux insectivores comme le rouge-gorge d'Amérique, des petits mustélidés et, dans certaines zones, des poissons qui colonisent les flaques pendant le dégel. Face à eux, sa méthode de défense est simple mais efficace, l'immobilité absolue. Sa coloration brun-vert lui permet de se confondre avec l'environnement. Et lorsqu'elle se sent menacée, elle reste rigide parmi les feuilles mortes et les pierres. Si elle est démasquée, elle peut effectuer des bonds rapides et erratiques pour s'échapper. Avec l'avancée du printemps, les mâles entament leur quête de partenaires. La reproduction a lieu une fois par an, entre mai et juin, coïncidant avec le dégel maximal. La communication entre mâles et femelles s'effectue par un chant discret, une série de notes sèches et répétitives que les mâles émettent en se dissimulant partiellement dans la végétation aquatique. Le son est à peine perceptible de loin, mais suffisant pour attirer les femelles voisines. Une fois que la femelle accepte le mâle, celui-ci l'étreint par derrière dans un contact proche et prolongé. Pendant ce moment, la femelle libère les œufs dans l'eau et le mâle les fertilise immédiatement de manière externe. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 1000 œufs, rassemblés en grappes gélatineuses qui flottent ou restent accrochées aux branches immergées.
Les embryons se développent pendant environ 2 semaines, bien que les conditions thermiques variables puissent prolonger cette période. De ces œufs émergent de petits têtards qui achèveront leur métamorphose au cours de l'été. En un temps beaucoup plus court que dans d'autres climats, avant que l'hiver suivant ne les oblige à hiberner ou à chercher refuge. Ainsi, ce cycle de gel, de dégel et de reproduction se répète année après année, faisant de la grenouille forestière d'Alaska l'un des rares vertébrés capables de survivre et de se reproduire dans l'un des environnements les plus rudes de l'hémisphère nord. En Alaska, la vie ne répond pas à une logique de justice ou d'équilibre, mais à une succession de décisions opportunes et de risques inévitables. Chaque espèce occupe sa place parce qu'elle a appris à survivre là où d'autres ont échoué. Ici, le paysage ne fait pas de pause et le temps ne s'arrête pas. Seuls ceux qui comprennent qu'ici, s'adapter n'est pas une option, mais une condition pour assurer leur existence, perdurent. À mesure que la glace cède au rythme des saisons, non seulement la terre et les forêts retrouvent leur souffle, mais aussi les profondeurs sous les eaux glacées de l'Alaska où les courants sont si froids et denses que peu d'organismes osent s'y installer. Un chasseur solitaire se glisse entre les fissures des rochers. Ses mouvements sont subtils, presque imperceptibles. Il s'agit du poulpe géant, l'un des invertébrés les plus fascinants qui peuplent ces mers. Avec un corps malléable et des tentacules qui s'étendent sur plus de 4 mètres, cet animal a appris à coexister dans un milieu hostile où abondent les prédateurs, des phoques jusqu'aux requins. Contrairement aux grands chasseurs qui s'imposent par la force ou la vitesse, le poulpe a forgé sa survie grâce à son intelligence. À l'image du coyote sur la terre ferme, il a compensé sa vulnérabilité physique par une capacité exceptionnelle à résoudre des problèmes, à se camoufler et à exploiter chaque opportunité qui se présente. Ces méthodes de défense vont bien au-delà de l'encre. Le poulpe possède une peau capable de changer instantanément de couleur et de texture, se camouflant parmi les algues, les rochers ou le sable du fond marin. Cette aptitude résulte d'une évolution spécialisée et est due à des cellules appelées chromatophores et papilles qui, lorsqu'elles sont activées au moment où l'animal suspend son rythme cardiaque, lui permettent d'altérer son apparence de manière rapide et précise. Cette maîtrise du déguisement n'est pas un artifice occasionnel, mais un outil quotidien pour échapper aux prédateurs qui patrouillent dans les eaux glacées. Les poulpes géants d'Alaska sont célèbres pour leur adresse à manipuler des objets et à accéder à l'intérieur de mollusques à coquilles dures. Une capacité qui a laissé les chercheurs perplexes en captivité. À l'état sauvage, ils utilisent ces compétences pour construire des cachettes, improviser des embuscades ou explorer des territoires de chasse à la recherche de crustacés, de petits poissons et de palourdes. La clé de leur succès dans cet environnement impitoyable réside dans leur comportement méticuleux. Avant de quitter leur refuge, ils examinent attentivement chaque recoin. Chaque mouvement est délibéré. Même leur manière de se déplacer, collés au fond ou nageant avec les tentacules repliés, révèle une stratégie conçue pour éviter d'être détectés depuis les hauteurs où les prédateurs marins guettent. Cette intelligence s'accompagne d'une capacité d'apprentissage remarquable. Des observations ont montré que ces poulpes mémorisent des itinéraires sûrs et des zones dangereuses, ajustant leur comportement en fonction des menaces perçues, un trait insolite chez un invertébré, et l'une des raisons pour lesquelles il a réussi à prospérer dans un écosystème aussi hostile. Comme tous les poulpes, c'est un animal à vie courte. La plupart ne dépassent pas 5 ans, bien que cette période soit suffisante pour assurer une descendance et perpétuer son lignage. Après l'accouplement, la femelle dépose des milliers d'œufs dans des fissures profondes où elle les protège sans relâche. Elle ne se nourrit pas durant cette période, consacrant toute son énergie à veiller sur sa progéniture jusqu'à l'éclosion. C'est, dans de nombreux cas, son ultime action avant de mourir. Dans ce monde où la ruse pèse autant que la force, le poulpe géant se révèle être un témoignage vivant de la façon dont l'évolution offre de multiples chemins pour survivre. Un animal qui, dépourvu d'armure ou de vitesse, a fait de son esprit et de son corps flexible ses armes les plus létales. Dans ce monde où chaque adaptation fait la différence, la relève de la vie se poursuit dans les eaux avoisinantes. Dans les eaux glaciales de l'Arctique, où la glace s'étend comme un vaste manteau blanc, la beluga nage.
Son corps robuste et arrondi semble taillé pour glisser avec agilité entre les blocs de glace qui parsèment cette région extrême. La peau lisse et presque translucide de la beluga contraste avec l'obscurité des profondeurs et le bleu pâle du ciel polaire. Contrairement à de nombreux autres cétacés, la beluga ne possède pas de nageoire dorsale, une adaptation qui lui permet de manœuvrer sans difficulté sous la glace, évitant d'être blessée en se faufilant entre les fissures et les tunnels d'eau glacée. Sa tête bulbeuse, où se logent des organes d'écholocation, émet une variété de sons allant des sifflements aux crépitements et aux chants qui résonnent à travers son environnement gelé. Cette communication complexe lui permet de rester en contact avec son groupe, de s'orienter et de détecter les proies ou les dangers cachés sous la glace. Sociale par nature, la beluga s'organise en groupes qui varient selon les saisons, des petits ensembles familiaux aux grandes hardes pouvant compter plusieurs centaines d'individus lors de la saison de migration. Ces groupes se déplacent lentement, accompagnant souvent les bords de la banquise, où ils trouvent des aliments tels que poissons, crustacés et petits mollusques. La patience et l'adaptabilité sont essentielles pour survivre dans un milieu où les conditions changent drastiquement avec les saisons. Au fur et à mesure que l'hiver avance et que les températures descendent jusqu'à environ moins 30 degrés, la beluga doit faire face à des défis de plus en plus grands. La couche de glace s'épaissit, réduisant les points d'accès pour respirer et augmentant le risque d'être piégée. Cependant, sa capacité à se déplacer sous la glace et son aptitude à détecter les ouvertures naturelles lui confèrent un avantage décisif. Les belugas sont capables de trouver ou de créer des ouvertures dans la glace, utilisant leur tête et leur corps, pour maintenir un passage d'air ouvert. Mais ce monde, si apparemment serein, cache des tensions constantes. La beluga doit rester toujours vigilante face à ses prédateurs naturels. Parmi eux, l'orque se distingue comme une menace redoutable. Les orques, qui règnent sur les eaux arctiques, ont mis au point des tactiques de chasse qui mettent à l'épreuve la résistance et les stratégies de défense de la beluga. Dans cet environnement, la mère beluga joue un rôle crucial. Elle protège son petit avec une vigilance constante, se déplaçant avec lui entre les fissures de la glace et formant des groupes qui agissent comme un bouclier vivant. La relation mère-petit est intense et silencieuse, communiquant à travers un langage acoustique qui reflète un lien vital pour la survie. Et comme c'est toujours le cas dans l'Arctique, même les liens les plus forts sont vulnérables. Une orque se lance à l'affût. Elle glisse sous l'eau, presque sans émettre de bruit. La stratégie est méticuleuse. Isoler le petit, le séparer du groupe et exploiter les fissures étroites entre les blocs de glace. La mère beluga perçoit la menace. Elle change de direction, bloque le passage, tourne aux côtés de son petit, tentant de se placer entre lui et le prédateur. Mais l'orque ne se précipite pas. Elle harcèle, s'approche, s'éloigne, puis réapparaît. Elle use le couple en poussant la mère vers des zones découvertes où il n'y a plus de couverture ni d'alliés. La poursuite s'intensifie et finalement, en une fraction de seconde, le petit est atteint. L'orque refait surface avec sa proie et les eaux, jusqu'alors immuables, se troublent. C'est le visage habituel des orques dans les eaux glacées, des chasseuses infatigables, intelligentes et létales. À travers les océans, l'orque occupe une place privilégiée dans la chaîne alimentaire. Sans prédateur naturel, elle est un super prédateur absolu. Elle peut consommer jusqu'à 225 kg de nourriture en une seule journée. Et ses proies vont des poissons et calmars aux phoques, morses et même aux baleines plus grandes qu'elle. L'un des aspects les plus fascinants de l'orque est son ancienneté évolutive. Comme tous les cétacés, elle descend d'un ancêtre terrestre qui a peuplé la Terre il y a 50 millions d'années. Depuis, elle a perfectionné ses adaptations au milieu aquatique. Un corps hydrodynamique, une puissante nageoire dorsale et la nécessité constante de remonter à la surface pour respirer. La communication des orques se distingue également par sa complexité. Elles utilisent une vaste gamme de clics, de sifflements et de pulsations pouvant se propager sur des kilomètres sous l'eau. Chaque groupe possède son propre répertoire sonore, une sorte de dialecte qui renforce les liens sociaux et facilite la coordination lors de la chasse. Pendant la période de reproduction, les orques adoptent des comportements ritualisés.
Elles se rapprochent en groupe, émettent des séquences vocales spécifiques et s'engagent dans des interactions physiques prolongées. La gestation d'un petit dure entre 15 et 18 mois et une fois né, le lien mère-petit est étroit et prolongé. La femelle l'allaite pendant plus d'1 an et reste à ses côtés au sein d'une structure sociale matriarcale où plusieurs générations cohabitent. Les orques ne vivent pas isolés. Elles forment des groupes familiaux stables, composés de plusieurs dizaines d'individus qui maintiennent des relations hiérarchiques et coopératives essentielles à la survie et au succès de la chasse dans les eaux vastes et changeantes de l'Arctique. Pour survivre dans ce climat extrême, la nature a imposé des conditions sévères tout en offrant des solutions remarquables. Certains se protègent par un pelage dense qui conserve la chaleur. D'autres comptent sur de grosses couches de graisse sous la peau qui agissent comme un bouclier thermique contre l'eau glacée. Il y a aussi ceux qui réduisent au minimum leur activité, se déplaçant à peine pour économiser de l'énergie. Et quelques-uns ont perfectionné une stratégie qui frôle l'improbable. La capacité de se congeler presque complètement, supportant l'immobilité pendant des mois, jusqu'au retour de la chaleur qui permet de reprendre la vie suspendue. Chacune de ces adaptations, façonnées au fil de millions d'années d'évolution, n'est pas seulement un moyen de résister au froid. C'est une réponse calculée face à un environnement qui ne fait pas de concessions, où la survie ne tolère pas de seconde chance. L'Arctique demeure, apparemment immobile, mais changeant à chaque fissure, à chaque ombre sous la glace. Et bien que pour beaucoup ces terres restent un paysage lointain, ici se livre chaque jour une lutte silencieuse qui définit l'essence même de l'existence sauvage.